Raquel Welch était le symbole sexuel numéro 1 d'Hollywood pendant plus de 2 décennies. De son éclosion et de son voyage fantastique, elle est devenue le visage d'un changement audacieux dans la culture pop américaine, une icône de la sexualité à l'époque de la Libération. Pourtant, contrairement à ce que la plupart des gens s'imaginaient, Raquel a toujours tenu fermement à ses principes conservateurs. Elle n'est jamais apparue complètement nue à l'écran. Ce choix a fasciné et respecté le public tout en mettant en colère de nombreux producteurs. Elle a été qualifiée de difficile, exigeante et même punie par le système hollywoodien lui-même. Mais Raquel s'est battue et a gagné un procès historique qui a secoué l'industrie du divertissement. Derrière les projecteurs se cachaient des batailles innombrables, des photos personnelles jamais vues auparavant et une vie remplie de sommets vertigineux et de bas dévastateurs. Ne détournez pas le regard, car c'est seulement en regardant que vous comprendrez pourquoi Raquel Welch reste une icône immortelle de son époque. Raquel Welch naît le 5 septembre 1940 à Chicago. Elle a grandi en portant 2 héritages contrastés mais fascinants. Son père, Armando Carlos Tiada Uribe, était un Bolivien issu d'une famille très distinguée. L'une de ses parentes, Lidia Guerrer Taada, deviendrait finalement la première femme présidente de l'histoire de la Bolivie. Pendant ce temps, sa mère, Josephine Sarah Hall, était une Américaine d'origine anglaise, descendante des passagers du Mayflower qui sont arrivés dans le Nouveau Monde au XVIIe siècle. Raquel était l'aînée de 3 frères et sœurs, avec un frère cadet nommé James et une sœur cadette nommée Gail. En 1942, la famille a déménagé à La Jolla, en Californie, lorsque Raquel n'avait que 2 ans. Là, elle a été élevée dans un foyer discipliné, ancré dans la foi presbytérienne. Chaque dimanche, elle assistait fidèlement au service à l'église presbytérienne de Pacific Beach avec sa famille. Comme beaucoup d'artistes en devenir, Raquel a commencé à prendre des cours de ballet à l'âge de 7 ans, rêvant passionnément de devenir danseuse professionnelle. Avec le temps, sa beauté frappante a commencé à se révéler. À l'adolescence, sa maturité physique précoce et son aura confiante la rendaient impossible à ignorer. Les concours de beauté locaux ont rapidement ajouté son nom à leur liste de gagnants. Miss Photogénique, Miss Contour, la plus belle des belles, Miss La Jolla, et plus tard, le titre d'État de Californie. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle vivait le doux rêve d'être adorée. Mais la vérité était bien moins glamour. Elle a un jour fait remarquer amèrement « Les gens ne me complimentaient pas sur ma beauté tous les jours. Ma mère ou mes amis ne disaient pas de telles choses. Cela aurait été embarrassant. Je participais à des concours de beauté pour le plaisir. Je gagnais parce que je savais marcher en talons hauts, pas parce que j'étais la plus belle. Ma jeunesse n'était pas aussi merveilleuse que les gens le supposent. » À 17 ans, son premier coup a frappé fort. Après une décennie d'entraînement intensif, son instructeur de ballet lui a dit que son corps n'était pas adapté à la danse professionnelle. En même temps, sa vie de famille s'est effondrée alors que ses parents divorçaient. Raquel n'avait d'autre choix que de se relever des débris. Refusant d'abandonner, en 1958, elle a épousé son petit ami du lycée, James Welch, prenant le nom de famille Welch, le nom même que le monde n'oublierait jamais. Elle a obtenu une bourse pour le San Diego State College afin d'étudier les arts du théâtre. Bien qu'elle ait montré de grandes promesses académiques, elle a rapidement quitté l'école pour poursuivre le véritable projecteur. Elle a travaillé sans relâche pour une chance sur scène, se produisant avec la troupe de théâtre Starlight à San Diego, délivrant des bulletins météo sur une station de télévision locale et faisant du mannequinat pour joindre les 2 bouts. Chaque petit rôle était comme une bougie vacillante dans l'obscurité. Mais dès ces lueurs faibles, l'étoile de Raquel allait bientôt s'enflammer. En 1959, elle a décroché le rôle principal dans le concours de Ramona, une célèbre pièce en plein air à Hemet, en Californie, adaptée du roman Ramona d'Ellen Hunt Jackson. Le public y voyait une beauté fraîche et le charme d'une nouvelle venue prometteuse à Hollywood. Pourtant, personne n'aurait pu prédire que quelques années plus tard, le brillant glamour serait remplacé par des années dures et impitoyables sous les projecteurs. Raquel s'est mariée jeune avec James Welch, l'homme qu'elle croyait capable de l'aider à construire une famille chaleureuse et à soutenir ses rêves artistiques. Ils ont eu 2 enfants, Damon, né en 1959,
et leur petite fille, Toni, en 1961. Mais le mariage n'était pas une clé magique qui rendait le rêve hollywoodien plus facile. Au contraire, il est rapidement devenu une corde qui se resserrait autour de ses opportunités. Raquel s'est retrouvée dans la position impossible d'être mère de 2 enfants à un si jeune âge, tout en recevant peu de soutien de l'homme avec qui elle partageait un foyer. En quelques années, tout s'est effondré. En 1962, ils étaient officiellement séparés et ont finalement pris des chemins séparés en silence. C'était une période que Raquel n'aimait que rarement revisiter, non par honte, mais parce que les blessures émotionnelles étaient suffisamment profondes pour qu'elle verrouille ce chapitre. Une mère célibataire dans la vingtaine, sans carrière stable, sans fondation financière, et personne pour la rassurer que poursuivre une carrière d'actrice valait la peine de lutter. Après le divorce de ses parents, chacun a essayé de reconstruire sa propre vie, et il pouvait lui offrir peu plus que des conseils pratiques, lui conseillant d'abandonner le rêve impossible. Déterminée à survivre, elle a quitté la Californie et la faible lueur de la scène derrière elle, déménageant à Dallas. Le jour, elle travaillait comme mannequin pour Neiman Marcus. La nuit, elle servait des cocktails dans des bars. Son sourire n'était rien d'autre qu'un masque cachant des inquiétudes constantes. Sa mère lui a un jour remis un exemplaire de The Carpetbaggers, un roman exposant les vérités brutales et laides derrière la façade glamour d'Hollywood, espérant que cela éloignerait Raquel de l'industrie cinématographique pour toujours. Mais Raquel n'a jamais été du genre à céder aux avertissements. Plus elle apprenait sur la cruauté d'Hollywood, plus elle voulait prouver avec force qu'elle pouvait y survivre et la conquérir. Le destin avait encore des plans pour elle. Au lieu de déménager à New York, Raquel est retournée à Los Angeles en 1963. Sa beauté frappante l'a aidée à obtenir des apparitions à la télévision en tant que l'une des Billboard Girls au Hollywood Palace et de petits rôles invités dans les émissions de Red Skelton et Danny Kaye. Ce furent des étapes modestes, mais des signes indéniables que le train de son rêve l'attendait toujours pour qu'elle monte à bord. C'est pendant cette période que Raquel a rencontré Patrick Curtis, un ancien enfant acteur de 28 ans qui avait autrefois joué dans Autant en emporte le vent et travaillait maintenant comme agent de talent. Dans une interview de 1967 avec le magazine Look, Curtis se souvient: « À Hollywood, les filles ressemblaient généralement plus à Sandra Dee qu'à Sophia Loren. J'étais choqué qu'une personne aussi belle ait été une étudiante boursière à San Diego State et ait même obtenu des A. Nous avons décidé de nous associer et de faire d'elle une star. J'ai quitté mon emploi et nous avons formé une entreprise. Nous avons lancé Kurtwell comme quelqu'un ouvrirait une station-service, une entreprise légitime. La clé du succès est toujours le travail acharné. » Curtis a insisté pour que Raquel prenne 3 cours de danse et 2 cours de chant chaque semaine. Il s'est concentré sur la façon de façonner son image comme le rêve d'un photographe, visant à la positionner comme un véritable symbole sexuel capable d'attirer l'attention d'Hollywood. Il lui a également conseillé de garder le nom de famille Welch pour qu'elle ne soit pas cantonnée au rôle d'actrice latine. Sous la direction de Curtis, Raquel a mis en valeur sa silhouette dans divers décors: cours de tennis, piscine, plage, pour accroître sa visibilité et établir sa personnalité émergente. Elle a également établi des règles strictes pour Curtis afin de garantir que son image reste impeccable. Raquel a expliqué: « Je dois connaître la situation, l'atmosphère, le but de l'événement, ce que je devrais porter, comment mes cheveux devraient être, ce que je dois être prête à dire. J'ai besoin de tout ce qui est nécessaire pour faire la plus forte impression par ma seule présence. » Cette approche perfectionniste de son image publique deviendrait un thème récurrent tout au long de sa carrière et souvent une source de conflits majeurs en coulisses. La transformation de reine de beauté à symbole sexuel portait ses fruits. En 1964, Raquel a décroché son premier rôle sur grand écran dans le film musical d'Elvis Presley Roosevelt. Le film attirait principalement le public pour Presley et la star vétérane Barbara Stanwyck, tandis que Raquel n'apparaissait que dans un rôle mineur. Plus tard cette année-là, elle a obtenu un autre rôle secondaire dans A House is Not a Home, produit par Joseph E. Lavine et basé sur l'autobiographie sensationnelle de la célèbre Madame Polly Adler. Bien que le film ait été présenté en première 3 mois après Roosevelt, Raquel avait en fait terminé ses scènes plus tôt.
Elle a joué l'une des filles de Pollier dans une histoire brutale se déroulant dans le monde criminel de New York. Également présent dans le film, Eddie Williams, qui apparaîtrait plus tard dans Beyond the Valley of the Dolls. Le nom de Raquel a commencé à scintiller aux yeux du public lorsque le magazine Life l'a mise en avant le 2 octobre 1964 dans un reportage photo mettant en lumière les nouveaux visages prometteurs d'Hollywood. Une image frappante montrait Raquel debout à côté de Mia Farrow. Une déclaration audacieuse que la sécheresse d'Hollywood en femme glamour est terminée. Ce titre a non seulement attiré l'attention du public, mais a également élevé les attentes parmi les initiés de l'industrie. Un peu plus d'un mois plus tard, le 21 novembre 1964, Raquel a foulé le tapis rouge lors du 12e Deb Star Ball au Hollywood Palladium. L'événement a été diffusé en direct à la télévision et a annoncé 10 stars de demain, et le nom de Raquel était parmi eux. C'était une nuit déterminante car de nombreuses figures puissantes d'Hollywood l'ont vue en personne pour la toute première fois. Pendant cette période, elle a continué à faire de nombreuses apparitions en tant qu'invitée à la télévision, y compris Bewitched, Males Navy et The Virginia. Elle a également travaillé comme fille de panneaux publicitaires au Hollywood Palace. Notamment, Raquel a auditionné pour le rôle de Mary Ann Summers dans Gilligan's Island, bien que le rôle soit finalement revenu à quelqu'un d'autre. C'était décevant, mais une chose était claire. Les portes d'Hollywood s'ouvraient lentement, mais sûrement pour elle. En 1965, Raquel n'a sorti qu'un seul film, A Swinging Summer, un film de rock'n'roll juvénile se déroulant dans une station balnéaire ensoleillée. Léger et énergique, ce n'était pas un blockbuster, mais cela l'a rapprochée à la fois du public et des producteurs d'Hollywood. Elle a même contribué aux voix de la bande originale du film, prouvant qu'elle était plus qu'un joli visage. Elle était polyvalente. Sa prochaine grande opportunité est venue lorsqu'elle a été considérée pour le rôle de Domino dans Thunderball, un film de James Bond. Bien que le rôle soit finalement revenu à Claudine Ogge, le simple fait qu'elle ait presque été une Bond girl a suscité un phénomène amusant. Beaucoup de gens croyaient sincèrement qu'elle avait joué dans un film 007. En réalité, elle ne l'a jamais fait. Mais ce malentendu a montré à quel point son image était déjà puissante. Et puis, la vraie chance est venue frapper. Au Deb Star Ball, la femme du producteur Saul David a repéré Raquel et a été instantanément captivée. David, qui travaillait sur le film parodique de Bond or Man Flint pour 20th Century Fox, a exhorté le studio à la signer. Avec le soutien de Curtis, Raquel a signé un contrat de 7 ans avec Fox, garantissant au moins 5 films. Les dirigeants de Fox voulaient changer son nom pour quelque chose de plus facile à prononcer. Mais Raquel a insisté pour garder Raquel Welch, une déclaration audacieuse d'identité. Bien qu'elle n'ait pas obtenu le rôle dans Our Man Flint, le studio avait quelque chose de plus grand et de plus audacieux en tête. Fantastique Voyage. C'était le tournant. Raquel n'était plus juste un nouveau visage. Elle était une icône sur le point d'exploser en pleine célébrité. Son chemin vers la liste A d'Hollywood était désormais à portée de main. Au milieu des années 1960, Fox n'était plus la puissance qu'elle avait été lorsque Marilyn Monroe était la poule aux œufs d'or du studio. Après le désastre financier massif de Cléopatra, Fox a fermé pendant 9 mois. Lorsqu'elle a finalement rouvert en avril 1963, le terrain avait considérablement diminué, passant de 282 acres à seulement 76, avec seulement 21 studios sonores encore en activité. Au centre de cet effort de reconstruction se trouvait Richard D. Zanuck. Il avait commencé dans les départements de l'histoire et de la publicité, grimpant rapidement les échelons jusqu'à devenir la force directrice du studio en matière de stratégie de production d'ici 1962. En 1967, il était vice-président exécutif en charge de la production. Mais Fox n'était plus construit sur des contrats exclusifs en béton avec des stars comme à l'ancienne. Les audiences avaient changé la façon dont elles consommaient le divertissement. Les films n'étaient plus le seul spectacle en ville. La télévision attirait discrètement des millions de familles dans leur salon. Daryl F. Zanuck a un jour admis une dure vérité. Le public d'aujourd'hui est un mystère. Un cinéaste pouvait y mettre toute son âme dans un projet.
Les critiques pouvaient en faire l'éloge, mais si le box-office restait froid, tous ces efforts disparaîtraient simplement dans l'air. Et c'est exactement à ce moment-là que Raquel Welch est entrée dans le chaos. Son deuxième rôle majeur est venu dans Fantastic Voyage, une aventure de science-fiction se déroulant en 1995. Dans une combinaison de plongée moulante, Raquel a joué Cora Peterson, la seule femme d'une équipe de scientifiques miniaturisés voyageant à l'intérieur d'un corps humain pour sauver un homme mourant. L'histoire elle-même n'était peut-être pas révolutionnaire, mais sa technologie et ses effets visuels ont fait de Fantastic Voyage une étape marquante. Le film a remporté un Oscar et a rapporté millions de dollars. À l'écran, la beauté et le calme de Raquel rendaient impossible de détourner le regard. Hors écran, elle est tombée amoureuse de son partenaire, Stephen Boyd, et a exprimé ouvertement ses sentiments. Ironiquement, le héros irlandais est resté complètement indifférent à la femme que le monde entier semblait adorer. C'était une blessure émotionnelle silencieuse dont Raquel parlait rarement. Suite au succès du film, Fox l'a signé avec un contrat non exclusif, lui donnant plus de liberté que les stars d'Hollywood traditionnelles avant elle. Elle était autorisée à travailler avec d'autres studios et à prendre un plus grand contrôle de sa propre carrière. Ainsi, Raquel, avec son manager Patrick Curtis, est dirigée vers l'Europe, plus précisément Rome, déterminée à susciter de la publicité. La stratégie a fonctionné presque instantanément. Raquel était partout. Les caméras clignotaient sans cesse en Italie. Elle est devenue la muse dorée, car chaque photographie d'elle pouvait rapporter un prix élevé. Son attrait et son ascension vers la célébrité garantissaient pratiquement cela. En août 1966, Raquel était déjà apparue sur 92 couvertures de magazines européens 7, 19 américaines. Elle a déclaré avec confiance « J'ai créé mon propre genre de zap en Europe ». Son manager, Curtis, comprit une chose très clairement. Les couvertures de magazines n'étaient que le début. Pour élever sa carrière, Raquel devait conquérir le grand écran. À partir de 1965, elle commença à apparaître dans plusieurs projets cinématographiques européens, dont beaucoup seraient ressortis au cours des années suivantes. Raquel partagea qu'elle ne poursuivait pas la célébrité instantanée du grand public. Ce qu'elle désirait, c'était la reconnaissance des cinéastes chevronnés. Son plus grand tournant survint lorsque Fox la prêta à Hammer Studios en Angleterre pour jouer dans One Million Years BC 1966, un remake du classique de 1940. Le bikini en fourrure qu'elle portait devint rapidement une sensation même avant que le film ne sorte en salle. Les paparazzi publiaient constamment des photos des coulisses, la transformant en un tout nouveau symbole sexuel. Tout comme les réseaux sociaux d'aujourd'hui peuvent faire qu'une seule image devienne virale dans le monde entier, les photos de bikini préhistoriques de Raquel se répandirent à la vitesse de l'éclair à travers la presse internationale. L'impact de ces images dura des décennies. L'un de ces posters apparut même dans le film emblématique The Shawshank Redemption accroché dans la cellule d'Andy Dufresne, comme un symbole rebelle d'évasion. Le film lui-même n'était pas complexe et restait proche de l'original. En dehors de Raquel, le point fort était les effets d'animation en stop-motion du maître animateur Ray Harryhausen. Avec une stratégie marketing audacieuse, Fox poussa le film avec le slogan « Raquel Welch est le premier bikini de l'histoire ». Raquel jouait Lana de la tribu Shell, qui tombe amoureuse de Tumac de la tribu Rock. Elle n'avait que 2 simples répliques, s'appuyant principalement sur ses yeux et ses mouvements pour transmettre des émotions. Même avec un dialogue minimal, le New York Times la loua comme un magnifique monument vivant à l'humanité. Le film rapporta 2,5 millions de dollars au box-office, cimentant son statut de symbole ultime de beauté à Hollywood. Pourtant, Raquel se sentait mal à l'aise d'être étiquetée comme un symbole sexuel. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait jamais cherché l'attention uniquement à travers son corps. Elle voulait incarner un attrait intérieur raffiné comme Sophia Loren. Une autre photo promotionnelle, bien plus controversée, fut prise par le photographe Terry O'Neill, mais elle ne fut révélée que plus de 30 ans plus tard. L'image, intitulée Raquel Welch on the Cross, était à la fois artistique et profondément personnelle.
Raquel avait été anxieuse à l'idée de porter le bikini en fourrure, craignant que les médias ne la crucifient pour avoir révélé trop de peau. Cette métaphore a inspiré la vision créative d'O'Neill. Il demanda immédiatement à 20th Century Fox d'apporter une croix en boisette, prit une série de photos de Raquel, crucifiée sous différents angles. L'image était destinée à être une réponse audacieuse à la critique qu'elle savait qu'elle allait recevoir. Un symbole de la façon dont elle se sentait jugée et objectivée par les médias, qui insistaient constamment sur le fait qu'elle ne comptait que sur sa beauté physique. Mais O'Neill, catholique, craignait que la photo ne soit perçue comme un blasphème religieux plutôt que comme une déclaration artistique féministe. Ainsi, il retint les images pendant des décennies, empêchant probablement une tempête de controverses. Le 14 février 1967, Raquel Welch épousa Patrick Curtis lors d'une cérémonie civile à Paris. Elle choisit une robe courte, audacieusement crochetée, si transparente qu'elle défiait toutes les normes de l'époque. En quelques secondes, les caméras explosèrent comme des feux d'artifice. Les reporters se frayèrent un chemin en avant, et la mairie se transforma en une scène chaotique. Raquel comprit le pouvoir de l'image et elle se mit délibérément au centre de l'attention. Ce moment marqua également le début d'un nouveau chapitre plein de défis. Tire fort, plus fort. Je ne comprends pas. Le film européen que Raquel espérait être sa percée artistique s'avéra être un douloureux revers. Elle joua aux côtés de la légende du cinéma Marello Mastroianni, dans le rôle de Tania Montini, une femme riche mêlée à un homme instable. L'idée semblait excitante, mais le résultat fut un désastre au box-office, déchiré par les critiques. Les insultes étaient aussi tranchantes que des couteaux. Elle apparaît sur les couvertures de magazines plus qu'elle ne le fait à l'écran. Maintenant, nous comprenons pourquoi. Un autre critique se moqua de Cruy. Son jeu d'actrice va de sa poitrine à ses hanches. Juste après ce coup, Raquel retourna à Hollywood dans Fathom, un film d'aventure d'espionnage tourné en Espagne. L'histoire était décousue, le dialogue minimal, mais le bikini blanc de Raquel devint la seule chose dont le public se souvint. Les critiques furent impitoyables. Roger Ebert donna même au film 0 étoile. Et pourtant, il y avait une lueur d'espoir au milieu des accusations. Le New York Times reconnut que Raquel commençait à jouer, disant qu'elle apportait une audace ludique qui correspondait à l'esprit du film. Elle n'était pas parfaite, mais elle s'améliorait. Raquel n'a jamais été le genre de femme à rester silencieuse sous pression. Lorsque les tensions éclatèrent entre Elite, son costard Anthony Franciosa, sur le plateau, elle répondit avec une confiance inébranlable. « Je ne vis pas pour être aimée. Je fais ce qui est juste pour moi. Hollywood a besoin de combattants. Je veux contrôler ma propre vie. » Elle comprenait exactement où elle se situait dans la machine cinématographique impitoyable. Si elle ne se battait pas, elle serait à jamais estampillée comme rien de plus qu'un symbole sexuel vide. À la fin de 1967, elle accepta le rôle de Lillian Lust dans Bedazzled de Stanley Donen. C'était un petit rôle avec juste quelques répliques, une fois de plus mettant en avant son corps, mais le film attira toujours l'attention à cause de son apparence. Variety écrivit « Pas de surprise qu'elle soit à nouveau dénudée, et cela vaut vraiment le coup d'œil. » Un compliment délivré avec une douce mais piquante ironie. Pendant ce temps, ses choix de carrière n'étaient pas entièrement entre ses mains. Lorsque Fox préparait à produire Valley of the Dolls, Raquel fut sélectionnée pour le rôle de Jennifer. Cela aurait pu être sa grande opportunité. Cependant, elle le refusa. Elle refusait de devenir une autre Marilyn Monroe, un autre icône sensuelle consumée par les attentes et la tragédie. Cette décision conduisit Fox à suspendre son contrat. Richard Zanuck, le patron du studio, déclara « Elle a passé le test d'écran. Tester puis refuser le rôle est inacceptable. C'est pourquoi elle a été suspendue plus tard. Je la laisserai revenir. » Raquel rejeta le rôle parce qu'elle était déterminée à échapper aux stéréotypes d'un symbole sexuel creux. Si vous êtes belle, les gens n'ont pas besoin que vous jouiez. Ils n'attendent rien de vous. Et quand ils n'attendent rien, vous n'avez pas la chance de prouver quoi que ce soit. Mais en tant qu'actrice, je veux montrer mon vrai talent. Et j'ai besoin de l'opportunité de le faire. Lorsqu'on lui demanda d'être constamment comparée à Marilyn Monroe, qui avait exprimé la même peur des années plus tôt, Raquel répondit «
Je ne veux pas être comme elle. Je ne suis pas jalouse de sa vie. Marilyn était misérable et finit par mettre fin à ses jours parce qu'elle se sentait insuffisante. Que personne ne l'aimait, au-delà de sa beauté physique. C'est très dangereux pour les femmes parce que vous ne pouvez pas rester jeune et belle éternellement. La première sortie cinématographique de Raquel, en 1968, était le plus gros paquet de tous. Tournée pendant son séjour en Italie, en 1966. C'était une coproduction internationale mettant en vedette des vétérans respectés comme Vittorio De Sica, Edward J. Robinson, Robert Wagner et Godfrey Cambridge. Raquel jouait Juliana, la petite amie audacieuse et irrésistiblement séduisante du personnage de Wagner. Le genre de rôle conçu pour accrocher le public d'un seul regard. Bien que le film ait eu une ambiance de comédie criminelle ludique, il n'a pas répondu aux attentes critiques. Ce dont l'équipe se souvenait le plus de Raquel s'est passé hors caméra. À ce moment-là, elle avait déjà commencé à se forger une réputation d'être difficile. Robinson, connu pour son professionnalisme strict, n'a pas hésité à la remettre à sa place lorsqu'elle arrivait fréquemment en retard et perturbait le planning de tournage. Le réalisateur l'a finalement averti que les gros plans pourraient être coupés si elle n'améliorait pas son comportement, une menace qui a rapidement fait redresser Raquel. Robinson a ensuite parlé franchement. Raquel avait une silhouette étonnante et une puissante machine de relations publiques derrière elle. Mais la beauté seule est un billet aller simple. Elle ne peut pas vous mener partout sans véritable talent. En juillet de la même année, Raquel a rebondi avec force avec Bandolo. Réalisé par Andrew V. McLaglen, le western est devenu un succès au box-office, rapportant 5,5 millions de dollars. Son personnage mêlait satire légère et charme indéniable. Un critique de New York a écrit à propos de sa performance, Raquel Welch, courbe parfaite et présence irrésistible. Elle vient d'admettre que son père l'a vendue pour 5 vaches et un pistolet. Étrangement, c'est la meilleure affaire de tout le film. À la fois sarcastique et flatteuse, cette remarque soulignait exactement à quel point elle était magnétique à l'écran. Quelques mois plus tard, elle est apparue dans La plus ancienne profession, un film divisé en 6 segments explorant la prostitution à travers l'histoire. Dans le chapitre Gain a Fess, elle a joué une courtisane astucieuse qui découvre que son client est un banquier riche et s'efforce de le faire tomber amoureux d'elle. Le projet a payé à Raquel 100 000 $ pour seulement 2 semaines de tournage à Berlin. Mais un doublage médiocre et une qualité d'image limitée son succès auprès du public. Vers la fin de l'année, Raquel a joué aux côtés de la légende Frank Sinatra dans Lady in Cement, la suite de Tony Rome. Les critiques ont descendu le film, mais le charisme de Sinatra est resté magnétique. Elle a ensuite déclaré qu'il était l'homme le plus naturellement captivant qu'elle ait jamais rencontré. À ce stade, Raquel avait prouvé qu'elle était une puissance au box-office et était célébrée comme la nouvelle superstar d'Hollywood. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait du titre, elle a répondu « Oui, une superstar est toujours mise sur un piédestal. Elizabeth Taylor ne cesse de se vanter. Sophia Loren est sortie de rien. Et son succès inspire admiration et statut. Pour moi, le succès ne concerne pas le statut social. Il s'agit d'être satisfait de soi-même. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une sorte de déesse guerrière, une superwoman amazonienne. » Au début de 1969, Raquel Welch est à nouveau entrée dans le Far West, jouant dans Sans fusil, une production de Fox filmée sous le soleil brûlant des villes rurales espagnoles. Sorti en avril, le film a immédiatement suscité une vague de controverses sans précédent pour Raquel. Son co-star cette fois était Jim Brown, une superstar noire dont la trajectoire à Hollywood reflétait celle de Raquel à plusieurs égards. Tous deux avaient re-signé avec Fox en 1964 et tous deux étaient rapidement devenus des icônes physiques à l'écran. Hollywood aimait mettre en avant leur corps plutôt que d'explorer leur véritable capacité d'acteur. En conséquence, les médias s'accrochaient à leur apparence et à leur vie personnelle, exploitant le spectacle pour attirer l'attention. Sans fusil est devenu une victime de cet état d'esprit. Au lieu de mettre en avant l'histoire ou les performances, les projecteurs ont été détournés par des rumeurs et des drames en coulisses entre Raquel et Brown.
Dans une scène désormais célèbre, Raquel devait grimper sur un réservoir d'eau et utiliser sa silhouette séduisante pour distraire un groupe de soldats. Le réalisateur Tom Gray a constamment poussé Raquel à réaliser la scène complètement nue, espérant en faire un appât marketing. Raquel a tenu bon. Elle ne se montrerait pas nue à l'écran, peu importe la pression exercée. Et bien que les rumeurs d'une romance entre Raquel et Brown aient pu être exagérées pour la publicité, une autre relation sur le plateau était très réelle. Raquel a commencé à voir l'acteur espagnol Soncho Gracia, qui n'avait qu'un rôle mineur dans le film. Lorsque son mari Patrick Curtis a découvert cela, il aurait poursuivi Gracia autour de leur hôtel à Almeria avec une arme, déclenchant un véritable scandale. Le deuxième film de Raquel, en 1969, était Flare Up, sorti en novembre dans le cadre d'un double programme. Elle a joué Michelle, une danseuse go-go, traquée par un tueur psychopathe de Las Vegas à Los Angeles. Le rôle de thriller lui a rapporté plus de 300 000 $, un énorme chèque pour l'époque. Ce qui a attiré de nombreux regards cette fois, c'est que Raquel n'était plus exploitée uniquement pour son attrait physique, sauf pour une brève séquence en boîte de nuit au début. Fox expérimentait clairement, désireux de prouver qu'elle pouvait se tenir seule sans compter uniquement sur son sex appeal. De cet état d'esprit est née une décision audacieuse. Fox a acheté les droits du roman controversé de Gore Vidal, Mira Brainage, pour une adaptation cinématographique. L'histoire était centrée sur un personnage transgenre, hautement provocateur et socialement explosif dans une industrie qui, au début des années 1970, manquait encore de sensibilité de base aux questions de genre. Le projet comportait un risque énorme et était voué à entrer en conflit avec des attitudes conservatrices. Pourtant, Fox croyait que cette audace même pourrait déclencher une percée. Au départ, plusieurs grandes stars étaient envisagées. Anne Margaret, Elizabeth Taylor. Mais à la fin, c'est Raquel Welch qui a décroché le rôle. Un choix destiné à garantir l'attention du public tout en la poussant au-delà de l'étiquette de symbole sexuel le plus chaud d'Hollywood. Le producteur Robert Fryer a déclaré avec confiance « Si un homme veut devenir une femme, il voudrait devenir la plus belle femme du monde. Il deviendrait Raquel Welch. » Un commentaire qui semblait flatteur en surface, mais qui portait une couche troublante de mépris pour la communauté transgenre. Raquel a accepté le rôle pour 200 000 $ et a dit à la presse qu'elle était déterminée à prouver sa véritable capacité d'actrice. Son image de bombe l'avait propulsée à la célébrité, mais elle avait aussi enchaîné ses opportunités. Mira représentait pour Raquel une porte vers la liberté artistique. Personne ne savait que cette même porte s'ouvrirait bientôt sur un cauchemar. La production a rassemblé une liste de personnalités plus grande que nature. Fox a même persuadé Mae West de revenir à l'écran après des années de retraite, jouant une glamour manager de talent. Les spectateurs bourdonnaient d'anticipation pour un affrontement féroce entre deux beautés iconiques de deux générations différentes. Mais dès les premiers jours sur le plateau, le chaos a commencé à se déployer. Le réalisateur Michael Sarn était différent de tout réalisateur professionnel que Hollywood ait jamais vu, et pas dans le bon sens. Il faisait attendre toute l'équipe jusqu'à 7 heures simplement parce qu'il avait besoin de réfléchir. Le budget a spirale hors de contrôle, la production s'est éternisée et des scènes inutiles se sont accumulées sans but clair. Son idée d'incorporer des clips aléatoires de vieux films a ensuite déclenché une réaction en chaîne de poursuites judiciaires. L'acteur Rex Reed, qui apparaissait dans le film, a amèrement fait remarquer « C'est le film où les poursuites volent partout ». Richard Zanuck chez Fox a failli devenir fou en voyant le chaos se dérouler. Il se souvenait que le producteur Robert Fryer avait quitté la production non pas une fois, mais 3 fois. Des égos en conflit éclataient quotidiennement. N'importe qui pouvait être renvoyé à tout moment, y compris Zanuck lui-même. Le scénariste David Gare, initialement choisi par Gore Vidal pour adapter le roman, était si furieux contre ça qu'il a fait un commentaire choquant. Dans un monde où la famille Kennedy peut être assassinée, je ne sais pas pourquoi personne ne tire sur ça. Pendant ce temps, Raquel et Mae West se dirigeaient droit vers une guerre froide de proportions divines. West avait inséré une clause scandaleuse dans son contrat.
personne d'autre dans le film n'était autorisé à porter des costumes noirs et blancs, sauf elle. Lorsque Raquel est apparue dans une robe noire avec des bordures blanches, West a explosé. L'équipe de garde-robe a été forcée de teindre les bordures en bleu pâle pour éviter de violer la règle. Pourtant, à l'écran, cela avait toujours l'air blanc. La bataille entre les deux déesses avait officiellement commencé. Farrah Fawcett, faisant ses débuts au cinéma dans Myra Breckinridge, est devenue des dommages collatéraux dans cette guerre. Au début, West a refusé de tourner avec elle parce qu'elle était blonde. Farrah a dû teindre ses cheveux. Puis Raquel a remarqué que la nouvelle couleur de cheveux de Farrah ressemblait un peu trop à la sienne, donc elle s'est également opposée. Finalement, ils se sont mis d'accord sur un mélange entre les teintes de West et de Welch. Pourtant, Mae West détenait tout le pouvoir. Elle a reçu le premier rôle, des droits exclusifs sur les tenues noires et blanches, et une liberté totale pour écrire ses propres dialogues. Les critiques ont ensuite déchiré le film. Jean Sisle a écrit « L'érotisme bon marché et la direction bâclée ont remplacé l'esprit et le mystère ». Et c'était l'une des critiques les plus gentilles. Herb Kelly du Miami News a été beaucoup plus brutal. Je nomme par la présente Myra Breckinridge comme le pire film jamais réalisé. Rien ne peut égaler son mauvais goût et son ennui. Même Guidel lui-même a renié le film, le qualifiant de terrible blague. Pendant un moment, ce désastre humiliant semblait marquer la fin de la carrière cinématographique de Raquel Welch. Pourtant, malgré tout, Raquel a trouvé des opportunités pour prouver sa valeur dans les années 1970. Janvier 1970 a marqué son retour sur plusieurs fronts avec la sortie de The Magic Christian, une comédie satirique choquante remplie de grandes stars. Et Raquel est apparue dans une seule scène. Elle a joué une religieuse maniant un fouet qui apparaît brièvement sur un somptueux paquebot symbolisant le message du film selon lequel tout le monde a un prix. Même avec seulement quelques secondes de temps d'écran, les tabloïds sont devenus fous. Des affiches promotionnelles étaient recouvertes de Raquel brandissant un fouet. Elle comprenait parfaitement. Parfois, un seul regard suffit pour faire en sorte que le public se souvienne de vous pour toujours. Peu de temps après, elle a enflammé la scène lors de la 42e cérémonie des Oscars. Se penchant de manière séduisante vers le microphone, elle a présenté la catégorie des meilleurs effets visuels 7 à malicieusement plaisanter. Et voici deux d'entre eux juste ici. Un clin d'œil ludique à ses célèbres courbes et instantanément le moment le plus chaud de la nuit. C'était le genre de charme audacieux que seule Raquel Welch pouvait réaliser. Si quelqu'un disait cela au XXIe siècle, la pièce pourrait geler de terreur. Les temps changent, mais le nom de Raquel trouve toujours un moyen de susciter la conversation. Lorsque le New York Daily News a demandé comment elle voyait sa carrière à ce moment-là, Raquel a répondu avec un niveau d'honnêteté qui a surpris beaucoup de gens. Elle a admis que la plupart de ses rôles avaient été des camps imposés par le studio plutôt que choisis par elle. Si le rôle est stéréotypé, je donnerai quand même tout ce que j'ai. Personne ne peut me dire de rester petite. C'était une déclaration de propriété de soi dans un Hollywood plein d'étiquettes et de limitations. Cette même année, elle a joué dans son propre spécial télévisé CBS intitulé Raquel, mettant en vedette des légendes comme John Wayne, Bob Hope et le chanteur Tom Jones. Raquel a même osé parodier Mae West, la même femme qui l'avait autrefois traitée comme une rivale mortelle. À l'été 1970, Raquel s'est éloignée d'Hollywood et a voyagé à Chypre pour filmer The Beloved, une sombre tragédie psychologique de style grec réalisée par George P. Cosmatos et produite par sa propre société, Kurtwell Productions. Raquel ne voulait plus être juste une décoration à l'écran. Elle voulait le contrôle sur les histoires qu'elle racontait. Au début de 1971, elle est revenue au genre western en tant que protagoniste dans Annie Calder, tourné en Espagne. À l'époque, le film a reçu peu d'attention jusqu'à des décennies plus tard lorsque Quentin Tarantino l'a cité comme une influence majeure sur Kill Bill. À l'époque, tout le monde se demandait si Raquel accepterait enfin une scène de nu. Sa réponse est restée ferme. Je ne comprends pas pourquoi la nudité est si importante. 90% de ces scènes sont une déception. Raquel aimait être admirée, mais seulement selon ses propres conditions.
Ce que je fais à l'écran n'a rien à voir avec ma vie privée. Je vis tranquillement. Je n'aime pas le bruit. Ces limites étaient non négociables. En 1972, Kansas City Bomber a casté Raquel en tant qu'athlète de roller derby, dur luttant pour survivre à la fois sur la patinoire et en tant que mère célibataire. Life Magazine l'a qualifiée de flamme ardente sur des patins à roulettes. Pendant le tournage, elle s'est cassé le poignet mais a continué à travailler. Pendant sa convalescence, elle a volé à Budapest pour tourner Bluebeard avec Richard Burton. Peu de temps après, elle a fait une entrée frappante à la fête d'anniversaire d'Elizabeth Taylor, malgré le fait de ne pas avoir été invitée. C'était la même attitude intrépide qui l'avait propulsée à Hollywood des années plus tôt, audacieuse, époustouflante, sans excuse. Ce décembre-là, Raquel a fait ses débuts dans un nightclub au Las Vegas Hilton, se produisant devant Elvis Presley lui-même. Même dans une pièce pleine d'icônes, elle commandait la scène comme personne d'autre. En 1972 a également marqué la fin de son mariage avec Patrick Curtis. Des rumeurs d'infidélité ont circulé. Curtis a un jour affirmé que Raquel avait interrompu une grossesse pendant qu'ils étaient mariés, quelque chose qu'elle n'a jamais confirmé. Si c'est vrai, cela contredirait la position politique conservatrice qu'elle a adoptée plus tard dans sa vie. Les gens, bien sûr, sont toujours plus compliqués que les slogans qu'ils choisissent. En 2014, Raquel a expliqué que ses valeurs traditionnelles venaient de sa mère du Midwest. Elle avait fortement soutenu la guerre du Vietnam et avait même performé pour les troupes aux côtés de Bob Hope. Raquel pouvait être séduisante et rebelle. Pourtant, ses croyances étaient fermement ancrées dans sa propre vision du monde. Après le divorce, elle est restée une cible des tabloïds à travers des romances avec la star de football Joe Namath, le producteur Robert Evans et le comédien Freddie Prinze. Peu importe qui elle aimait, peu importe à quel point le monde regardait de près, elle se tenait toujours avec la confiance audacieuse de quelqu'un qui comprenait sa propre valeur. À la fin des années 1970, Raquel Welch a commencé à sortir avec André Weinfeld, un producteur et journaliste franco-américain dont l'apparence n'était jamais considérée comme un standard de l'industrie dans un secteur obsédé par la perfection physique. La presse française les a rapidement surnommés « la beauté et la bête ». Cela a pu sembler une blague inoffensive pour certains, mais pour Raquel, c'était une profonde blessure. Elle s'était trop habituée à être vue comme une statue vivante, tandis que l'homme à ses côtés était rejeté comme quelqu'un profitant de la célébrité de sa femme. Pourtant, André est devenu son ancre émotionnelle la plus forte. Le 5 juillet 1980, ils ont choisi Cabo San Lucas, au Mexique, comme lieu pour échanger leurs vœux. Ce n'était pas un mariage hollywoodien extravagant, mais un rare moment privé entre deux personnes essayant de laisser derrière elles tous les murmures et moqueries. Raquel croyait vraiment qu'elle avait enfin touché à la paix. Mais cette paix était fragile. Au début de 1983, lors de ce qui devait être une escapade de retrouvailles en Martinique, Raquel a subi une fausse couche à seulement 3 mois de grossesse. La douleur physique était une chose, mais la destruction de son rêve de redevenir mère l'a laissée vide. André est resté à ses côtés, la soutenant avec une dévotion silencieuse, mais la vie n'en avait pas fini de la tester. À ce moment-là, la carrière de Raquel a été emportée dans une autre tempête. Le film Canary Row de MGM était censé être son retour triomphal sur le grand écran. Au lieu de cela a marqué le début d'une bataille de plusieurs années. Elle a soudainement été renvoyée de son rôle. Accusée d'avoir violé son contrat simplement parce qu'elle préférait faire ses propres cheveux et maquillage chez elle. La jeune et montante Deborah Winger l'a instantanément remplacée, et Raquel a été étiquetée comme difficile et une diva en déclin, s'accrochant à un traitement de star à l'ancienne. Beaucoup auraient pris cette claque et seraient partis tranquillement. Pas Raquel. Elle a refusé de laisser sa réputation être enterrée sous des mensonges. Avec l'avocat Edward Masry, elle a intenté un procès contre MGM, demandant 24 millions de dollars. Le studio a riposté sans pitié, salissant son caractère dans la presse. Les gros titres se moquaient de cela comme du dernier coup désespéré d'une ancienne reine de beauté. Mais cette fois, le jury ne s'est pas rangé du côté du pouvoir. Ils ont vu une femme lésée. Raquel a gagné et a été condamnée à 10 millions de dollars.
Quand elle a levé les 2 poings vers le ciel dans la salle d'audience, ce n'était pas seulement la joie d'une victorieuse, c'était la voix de nombreuses actrices qui avaient été rabaissées et rejetées pendant des générations. Cependant, cette victoire avait un prix. Elle a ensuite admis « J'ai gardé ma dignité, mais j'ai échangé mon avenir à Hollywood ». À partir de ce moment-là, les rôles principaux dans des films majeurs ont cessé de lui être proposés. L'ironie était que Canary Row lui-même s'est avéré être un flop complet, ne rapportant un peu plus de 5 millions de dollars domestiquement. MGM a perdu de l'argent, mais Raquel a perdu sa confiance dans l'industrie qu'elle avait aidé à rendre glamour. Refusant d'abandonner, elle s'est tournée vers la télévision et la scène. En 1982, elle a joué dans le film télévisé Western The Legend of Waxhaw Woman, incarnant une femme amérindienne dans le Montana du 19e siècle. Cette même année, elle a été considérée pour le rôle emblématique d'Alexis Carrington dans Dynasty aux côtés d'Elizabeth Taylor et Sophia Loren, mais Joan Collins a finalement remporté le rôle. Raquel a également foulé la scène de Broadway en 1982, remplaçant Lauren Beale dans Woman of the Year pendant 2 semaines, pendant que Beale était en vacances. Prendre la relève de Beale était intimidant, mais les critiques ont loué la performance de Raquel. L'année suivante, elle a été invitée à revenir avec un nouveau contrat de 6 mois. En 1987, Raquel a joué le rôle principal dans le film télévisé Right to Die, incarnant une professeure d'université et mère atteinte de SLA, qui décide de mettre fin à sa vie avec dignité. Le rôle lui a valu une nomination aux Golden Globes pour la meilleure actrice. En 1992, son mariage avec André Weinfeld avait pris fin. Raquel a entamé des romances plus discrètes, semblant essayer de protéger un cœur qui avait enduré trop de tourments, mais l'amour n'a jamais été doux avec elle. En 1996, elle a fréquenté l'ancien champion de boxe Gary Stretch, un homme plus jeune que ses 2 enfants. Cette même année, elle a rencontré Richard Palmer, propriétaire de la chaîne de restaurants Mulberry Street. Ils se sont mariés 3 ans plus tard. Pourtant, la relation semblait être un pari, manquant de confiance. Palmera était accusé d'utiliser son nom pour accéder à des cercles sociaux VIP. Ils se sont séparés en 2003. Professionnellement, Raquel a continué à se réinventer. Elle a rejoint Central Park West même lorsque l'émission approchait de l'annulation et a livré de performances comiques délicieuses dans Sabrina, l'apprentie sorcière et Seinfeld, où elle se moquait avec charme de sa propre image. Malgré des décennies de célébrité, Raquel a lutté avec sa propre identité. Elle a un jour essayé de cacher son héritage latino et a enduré des moqueries pour son fort accent mexicain au début de sa carrière. Ce n'est qu'en 2002 qu'elle a embrassé avec confiance ses racines à l'écran à travers des rôles dans American Family et Tortilla Soup. C'était comme si elle s'était enfin permis d'être son moi authentique. Sa dernière romance connue publiquement était avec le producteur Nigel Lythgoe, au début des années 2010. Pourtant, l'amour ne lui a jamais apporté de paix durable. La seule permanence dans sa vie semblait être la foi. Presbytérienne dévouée, Raquel assistait régulièrement à une petite église à Glendale. Elle la décrivait comme un lieu de simplicité et de gentillesse, un monde éloigné des projecteurs scintillants d'Hollywood. Dans ces dernières années, Raquel a silencieusement lutté contre la maladie d'Alzheimer. Le 15 février 2023, elle est décédée d'un arrêt cardiaque dans sa maison de Los Angeles à l'âge de 82 ans. Sa fille, Toni Welch, continue sur le chemin artistique que sa mère avait autrefois tracé. Raquel Welch avait longtemps été considérée comme l'héritière de Marilyn Monroe, le symbole sexuel aux cheveux bruns rougeoyants des années 60 et 70, avec une silhouette en sablier parfaite. Playboy l'a qualifiée de femme la plus désirée de l'époque. La presse la décrivait comme un monument vivant de beauté, mais Raquel n'a jamais permis à cette allure de la définir entièrement. Elle était forte, indépendante et n'avait pas peur de défier les structures de pouvoir d'Hollywood pour revendiquer le respect. Être une icône de beauté l'a souvent rendue incomprise, jugée, surtout à mesure que les normes sociales évoluaient au fil du temps. Pourtant, personne ne peut nier son influence sur les normes de beauté modernes et la confiance qu'elle a inspirée chez les femmes partout. Raquel a un jour déclaré « Être un symbole sexuel est un grand honneur, mais il est difficile de maintenir une longue carrière quand on est piégé dans cette boîte.
Peut-être que ce qui définissait Raquel Welch n'était pas seulement sa beauté à couper le souffle, mais sa volonté implacable de se relever et de continuer à écrire sa propre histoire de vie, même quand Hollywood ne voulait que l'admirer comme une décoration.